Bonsoir à tous. Merci Cédric pour l'introduction. Alors, à l'origine, lorsqu'on nous a proposé à Mathieu et moi d'intervenir sur le thème de la finance décentralisée, on avait d'abord songé à un discours explicatif reprenant les principales applications de la finance décentralisée et son fonctionnement. Sauf qu'en réalité, les applications sont tellement nombreuses et variées qu'il nous faudrait des heures et des heures pour en discuter. On a une dizaine de minutes devant nous ce soir, alors je vous propose de faire autrement. Aujourd'hui, Mathieu et moi allons vous parler d'histoire, un peu, mais surtout de valeurs et de philosophie. Parce que ce sont bien celles-ci qui sont en fait la raison d'être de la finance décentralisée, mais aussi des NFT, des DAO, des dApps et de tous ces autres acronymes un peu barbares dont vos enfants vous parlent peut-être avec passion à la maison. Le week-end dernier, au cours d'un dimanche ordinaire passé en famille, j'annonçais avec fierté à ma grand-mère que j'allais intervenir sur un événement sur la finance décentralisée, la fameuse DeFi pour Decentralized Finance, comme l'appellent nos amis anglophones. Et au risque de vous surprendre, ma grand-mère ne mine pas encore de Bitcoin dans son salon. Elle ne possède pas non plus de NFT de singes pixelisés à 100 000 euros. Donc je lui devais quelques explications. Et je lui ai sorti de la définition que je sors à chaque fois dans ce type de situation. Mamie, la finance décentralisée, c'est un peu comme la finance traditionnelle, sauf que les euros sont des cryptos, que les transactions se font sur Internet, et que le banquier, eh bien c'est toi. Définition très simplifiée, je vous l'accorde. Petit silence, ma grand-mère attend quelques instants, puis elle me regarde et elle me dit « Tu sais Roméo, si c'est pour que je devienne mon propre banquier, autant jeter directement mon argent par la fenêtre. » Alors si Roméo vous parle de ça, c'est pas uniquement pour vous raconter sa vie, qui est certes très intéressante, mais c'est pas tellement le thème de la soirée. Mais c'est parce qu'en fait la vision de sa grand-mère est en fait très révélatrice de la vision qu'on peut avoir des actifs numériques. Pour elle qui vit depuis des années dans un pays avec des institutions financières très fortes, et on est quand même dans un endroit assez marquant, et une monnaie qui est stable, qui a su conserver sa valeur du mieux qu'elle a pu, la notion en fait de décentralisation renvoie tout de suite à une idée de risque inutile et à une responsabilité angoissante. Pour d'autres, de l'autre côté du globe, ce même mot évoque un levier d'émancipation quasi providentiel, l'opportunité d'échapper aux frais pratiqués par des intermédiaires trop gourmands, et surtout la possibilité de profiter de services financiers de base jusqu'alors inaccessibles. Vous l'aurez compris, chacun dans cette salle et ailleurs perçoit la notion de décentralisation à travers le prisme de ses propres besoins. Pour certains, ce besoin n'est pas ou n'est pas encore perçu, et pour ces gens-là qui sont très présents dans les pays développés, la décentralisation est davantage une contrainte qu'un attrait, et les cryptoactifs construits sur cette notion représentent davantage un risque plutôt que quelque chose qui a une utilité concrète. Pour d'autres, ce besoin est vital et les applications de la finance décentralisée posent les jalons d'un paradigme financier nouveau duquel ils peuvent enfin être acteurs. Avant d'aller plus loin, je vais vous révéler un scoop. La crypto n'est pas une invention sortie du chapeau il y a quelques années. En réalité, la cryptographie date du XVIe siècle avant Jésus-Christ et avait été utilisée la première fois pour encrypter une recette de vase voulue secrète. Sa version informatisée, elle, date de la Seconde Guerre mondiale. Les premières blockchains datent de 1991 et les premières monnaies numériques de 1994. Et là, vous vous demandez pourquoi on a attendu si longtemps pour parler de NFT au dîner. Accrochez-vous, on va y arriver. Les crypto-monnaies telles que nous les connaissons aujourd'hui sont le fruit d'une innovation qui s'est construite dans le temps, au fil de nombreuses itérations imparfaites. Cette nouvelle génération d'actifs a pour objectif final la décentralisation, et pour l'atteindre, s'appuie sur 3 leviers. Un système immuable et transparent de partage de données, la blockchain, un mécanisme partagé de validation des transactions, et l'anonymat plus ou moins marqué des utilisateurs, mais surtout des créateurs des applications créées sur ces systèmes. Vous me direz, mais pourquoi absolument chercher à développer un écosystème décentralisé, puisque c'est justement cette caractéristique qui suscite l'effroi et l'incompréhension de ma grand-mère? Eh bien, car c'est cette même caractéristique qui explique en grande partie le succès de Bitcoin. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir encore un peu en arrière. Qui ici a déjà entendu parler d'une devise qui s'appelle e-gold? Qui a déjà entendu parler de son histoire, de son fondateur? Ah, on a quelqu'un là-bas? Pas mal. Cette aventure, eh bien, sachez pourtant qu'en 2005, e-gold représente 3 milliards de dollars de transactions par an et est le principal concurrent de PayPal. Cette aventure commença quelques années plus tôt, en 1994, lorsque son fondateur, Douglas Jackson, tomba sur un livre qui va bouleverser sa vie, La route de la servitude de Friedrich Hayek. Friedrich Hayek n'est autre que le père d'un mouvement de pensée économique libéral appelé l'école autrichienne, qui prône notamment le fait que la monnaie ne doit pas être régulée par un petit nombre d'individus
et surtout qu'elle doit conserver sa valeur dans le temps afin de protéger le temps de travail. Matrixé par cet ouvrage, l'ami Douglas développe un système de paiement nouveau, basé sur une monnaie qui a su prouver sa rareté dans le temps, l'or. Pour respecter la vie privée de ses utilisateurs, il y ajoute une couche d'anonymat. Malheureusement, et vous vous en doutez sûrement, cette deuxième caractéristique attire vers eGold des utilisateurs mal intentionnés. Mais Douglas est un homme droit et valeureux, on va dire, plein de valeurs, et du coup lutte longtemps pour que son invention ne soit pas utilisée à des fins malhonnêtes. Pendant 5 ans, il va collaborer étroitement avec les autorités américaines et obtiendra notamment le droit de faire circuler sa monnaie sur le territoire national. Mais malheureusement pour lui, en 2001, le 11 septembre 2001, sa chance tourne. Les États-Unis adoptent le Patriot Act et n'ont plus qu'un seul objectif en tête, éradiquer le terrorisme et ses moyens de financement. C'est à ce moment-là que le fonctionnement atypique d'eGold devient un problème. En 2005, après un long combat judiciaire, Douglas Jackson est arrêté et les 3,6 tonnes d'or de la société sont saisies. Certains diront que les États-Unis craignaient une certaine perte de souveraineté monétaire, d'autres diront qu'eGold représentait une sérieuse menace réglementaire, mais peu importe, finalement, ce n'est pas le sujet. Car eGold était un projet innovant et bien conduit, mais il avait une faille, sa centralisation. Il appartenait à une société immatriculée et domiciliée aux États-Unis, dirigée par un groupe d'individus identifiés, s'appuyant sur quelques réserves d'or localisées. En se construisant ainsi, eGold a finalement bafoué sa principale raison d'être, ne pas placer le pouvoir monétaire dans les mains d'un petit groupe d'acteurs, dépendant de ses propres décisions, comme de celles du régulateur. eGold était mort, mais de son échec allait s'inspirer d'autres projets, plus ambitieux encore. Car quelques années plus tard, en plein cœur de la crise financière de 2008, un mystérieux développeur, connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, envoie à quelques collègues cryptographes un dossier de 9 pages, intitulé « Bitcoin, un système de monnaie électronique en pair à pair ». Celui-ci prône la création d'un système financier nouveau, basé sur une monnaie électronique fonctionnant en pair à pair, sans tiers de confiance. La quantité maximale de jetons est limitée et fixée à un nombre bien défini, 21 millions d'unités. L'émission monétaire devient l'affaire de tous, chaque individu pouvant participer à la création de jetons en sécurisant les transactions du réseau. Les participants sont identifiés par des pseudonymes et surtout ne dépendent d'aucune entité centralisant la gouvernance, l'émission des fonds, leur possession. Chacun devient l'unique maître de son argent. Les transactions se font quasi instantanément et à des frais minimes. C'est une première révolution. La deuxième arrive quelques années plus tard, en 2015, par l'intermédiaire d'un petit génie de 21 ans appelé Vitalik Buterin. Avec Ethereum, il va démocratiser alors la notion de smart contract, ou contrat intelligent en français, qui sont des programmes informatiques irrévocables exécutant des clauses contractuelles prédéfinies, et ce, de façon automatique. La blockchain devient alors un gigantesque ordinateur décentralisé sur lequel des millions d'applications peuvent être développées. À l'aide d'une simple connexion Internet, n'importe qui peut désormais accéder à des services financiers de base en quelques secondes et à moindre coût. C'est l'avènement de ce qu'on appellera plus tard la finance décentralisée. Depuis, celle-ci progresse à pas de géant et est responsable d'une grande partie du jargon incompréhensible dont vous entendez souvent parler maladroitement dans les médias. Les wallets, ces portefeuilles physiques ou numériques qui vous donnent l'opportunité de conserver vous-même vos actifs. Aucun gouvernement, aucun juge, aucune tierce partie ne peut mettre la main sur vos fonds ou vous forcer à les déplacer. Vous les possédez vraiment, vous pouvez les retirer à tout moment, comme les envoyer où bon vous semble. Les dApps pour Decentralized Applications, ces plateformes d'épargne, d'échange ou d'assurance qui vous offrent le cadre nécessaire pour réaliser des transactions, faire fructifier vos fonds ou même accéder à un crédit. Les DAO, ces organisations autonomes et décentralisées, permettant un mode de gouvernance communautaire dans lequel chaque membre peut voter et s'exprimer. Les fameux NFT, bien sûr, ces certificats de propriété numérique, immuables, consultables par tous, qui permettent notamment de transposer la valeur d'un actif réel sur la blockchain. Vous avez obtenu un diplôme, il est consultable en ligne par votre futur employeur, plus de mensonges sur les CV. Vous avez acheté un sac Chanel, sa ligne de production est traçable depuis l'usine jusqu'à la vente, fini les contrefaçons. Vous voulez investir dans 1 mètre carré d'un appartement place des Jacobins, alors ça aussi c'est possible, fini les endettements à vie pour posséder sa première brique. Alors non, cette nouvelle finance ne se destine pas forcément à ma grand-mère, vous l'aurez compris. Non pas parce qu'elle ne lui serait pas utile, mais parce que sa complexité l'en éloigne et que ses bénéfices, surtout, ne lui sont pas vitaux. Mais voilà, pour les citoyens du monde, confrontés à des institutions corrompues, où la notion de propriété n'existe que dans les films, la finance décentralisée n'est pas un doux rêve de geek. C'est un besoin. Pour les 1,7 milliard d'individus qui ne possèdent pas de compte bancaire et cachent leurs fonds sur leur matelas, c'est un besoin. Pour les 230 millions d'expatriés qui sacrifient chaque mois des frais faramineux à Western Union uniquement pour envoyer des fonds dans leur pays d'origine, c'est un besoin.
pour certains citoyens canadiens qui se voient refuser l'accès à leur compte bancaire à cause de leurs opinions politiques, pour les Vénézuéliens, les Libanais ou les Argentins, qui composent chaque jour avec une monnaie rongée par une inflation à 3 chiffres, pour les femmes afghanes à qui l'on prive jusqu'à la gestion de leur propre argent. Vous l'aurez compris, c'est un besoin. Alors si ce soir, en rentrant chez vous, vos proches vous demandent ce que vous faisiez, où vous étiez, et que vous vous aventurez à essayer de leur expliquer ce que c'était que la DeFi, eh bien, parlez-leur de valeurs d'abord, ensuite parlez-leur de philosophie, et enfin, surtout, pensez décentralisé.